Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Flashback, le podcast qui revient sur les grands moments de l'histoire du sport américain. Et en ce 22 février, on va revenir sur l'un des plus grands exploits du hockey sur glace américain, un miracle qu'on appelle le Miracle on Ice, le miracle sur glace, qui a eu lieu le 22 février 1980 lors des 13e Jeux olympiques d'hiver qui se déroulaient à Lake Placid aux États-Unis. Une histoire qui mêle donc olympisme, ça tombe bien, on vient de finir les Jeux olympiques de Pékin, hockey sur glace et exploit de l'équipe américaine. Ce Miracle on Ice, ce miracle sur glace, est donc en fait le nom donné à un match des Jeux olympiques qui s'est disputé entre les États-Unis d'Amérique et l'URSS, dans un contexte géopolitique forcément difficile à cette époque. On est en 1980, on est en plein milieu de la guerre froide entre le bloc de l'Union soviétique et le bloc des États-Unis après la période de la détente. On a des conflits qui se ravivent à nouveau. Les Américains viennent de s'embourber du côté du Vietnam. C'est dans une situation sociétale difficile aussi que se trouvent les États-Unis, hausse du chômage. On a une forte inflation, les chocs pétroliers, bref, rien ne va quasiment à ce moment-là aux États-Unis. L'Union soviétique vient d'envahir l'Afghanistan en 1979, à la fin de l'année 1979, et on est donc quelques semaines après cet événement qui a ravivé les tensions entre les deux pays. Ce contexte géopolitique était bien évidemment primordial pour comprendre l'importance de cette rencontre entre les soviétiques et les Américains. On a en plus deux équipes qui sont d'un niveau vraiment très différent, puisque les soviétiques sont considérés comme quasiment invincibles à cette époque-là. C'est une véritable armada rouge qui est sur la glace depuis maintenant une dizaine d'années. 4 titres consécutifs aux Jeux olympiques, 14 des 17 titres de champion du monde sont revenus à l'URSS, avec un entraîneur emblématique, Viktor Tikhonov, et des joueurs, une pléiade de stars. On pense bien évidemment au gardien Vladislav Tretiak, qui est l'un des meilleurs gardiens de toute l'histoire du hockey sur glace, si ce n'est le meilleur. Il a d'ailleurs été élu dans l'équipe All-Star du XXe siècle comme gardien. On peut penser à Boris Mirailov, à Vladimir Petrov, à Alexander Maltsev, à Vladimir Krutov, à Sergei Makarov, bref, un nom, on pourrait citer quasiment toute l'équipe de l'URSS qui sont tous des stars du hockey sur glace ou des stars en devenir. Les États-Unis, de leur côté, n'auront pas le droit d'avoir les joueurs NHL avec eux, puisque les joueurs NHL sont professionnels et qu'à cette époque, les Jeux Olympiques n'acceptent que les joueurs qui ne sont pas professionnels, que les joueurs amateurs, et donc l'équipe des États-Unis doit se composer uniquement de joueurs universitaires. De ce fait, Herb Brooks, le sélectionneur américain, va être choisi, et c'est un bon choix puisqu'il connaît parfaitement le hockey universitaire. Il est 3 fois champion NCAA et il va mettre une vraie méthode en place. Sa méthode est simple: voir le plus de joueurs possible universitaires. Il va en réunir plus de 200 dans un camp d'entraînement 11 mois avant les Jeux olympiques. Et il va les regarder évoluer pour mettre en place sa tactique qui est faite sur un jeu de mouvement. Il va les conditionner, un entraînement quasiment militaire, pour qu'ils soient en forme physiquement pour tenir pendant tout un match, avec comme objectif d'aller faire la meilleure performance possible dans ces Jeux olympiques à domicile. Alors au moment de commencer ces Jeux olympiques, les États-Unis ne sont pas favoris, très loin de là. On se demande même s'ils vont réussir à sortir de leur phase de groupe, hein, qui compte notamment la Suède et l'Allemagne de l'Ouest, donc des équipes relativement fortes. Les États-Unis vont quand même s'en sortir. Ils vont accéder au tour principal. À cette époque-là, il n'y a pas de demi-finale ou de finale, c'est un tour principal avec les 4 meilleures équipes. Ils vont donc arriver dans ce tour principal. Les Russes, de leur côté, se qualifient en compagnie de la Finlande dans leur poule sans aucune difficulté. On se retrouve donc dans ce match États-Unis-URSS, qui va plus ou moins décider de qui va prendre la tête du classement de cette phase finale. Évidemment, à ce moment-là, personne, aucun observateur ne donne la moindre chance aux États-Unis d'Amérique. On se demande même pas si les États-Unis vont perdre, on se demande par combien de buts d'écart est-ce qu'ils vont perdre. D'ailleurs,
quelques jours avant les Jeux Olympiques, il y a eu un match amical entre l'URSS et cette équipe américaine au Madison Square Garden, et les soviétiques se sont imposés 10-3. On s'attend donc tous à voir le même genre de scénario se produire entre les stars soviétiques et les universitaires américains. Pourtant, dès le début du match, même si les soviétiques dominent très fort, ils vont faire 18 tirs dans la première période, Jim Craig, le gardien américain, semble quand même dans un bon soir et multiplie les arrêts importants. Il va certes laisser l'ouverture du score à la 9e minute à l'URSS par l'intermédiaire de Krutov, mais très rapidement, les Américains vont réagir avec un joli tir en pleine lucarne qui va être réussi par Schneider. Les Russes vont tout de suite reprendre l'avantage par Makarov et l'URSS mène donc 2-1. Il reste alors une toute petite dizaine de secondes à jouer lorsque les Américains vont envoyer un tir lointain qui paraît sans danger pour Tretiak, l'excellent gardien russe. Dans un moment de nonchalance un peu inexpliqué, Tretiak va juste repousser ce palais de la botte et la défense russe ne voit pas arriver Johnson qui va pousser le palais dans les filets alors même que la sirène retentit. D'ailleurs, il y aura pendant de longues minutes des contestations de la part de Tikhonov, l'entraîneur russe, mais le but sera bien accordé et on se retrouve donc à 2-2 à la fin du premier tiers-temps, ce qui est déjà un exploit en soi pour les Américains. Le deuxième tiers-temps commence par une surprise puisque Tretiak est remplacé dans les buts de l'URSS, probablement pour le sanctionner de son erreur qui a donné le deuxième but aux Américains. Et les soviétiques vont poursuivre leur entreprise de domination. Ils ne vont laisser que 2 petits tirs aux Américains dans cette deuxième période. Et Maltsev va trouver l'ouverture pour donner l'avantage 3-2 à l'URSS. Les États-Unis sentent néanmoins que l'exploit est pas loin et ils vont jamais baisser les bras, continuer. Ils se retrouvent en supériorité numérique dans le troisième tiers-temps. Ils vont tout donner et à la toute fin de cette supériorité numérique, Johnson, encore lui, parvient à trouver le fond des filets et égalise à 3 partout donc pour les Américains. Une minute après de nouveaux arrêts de Jim Craig, Mike Eruzione qui va donner l'avantage définitif aux États-Unis 4-3 d'un très joli tir. Les Soviétiques vont faire un véritable siège sur la cage de Jim Craig, mais il ne cédera jamais. Et les Américains s'imposent donc 4-3 dans un match qui aura été totalement dominé par l'Union soviétique, 39 tirs à 16 sur tout le match. Mais ce sont bien les États-Unis qui s'imposent et qui réalisent donc ce miracle sur glace qui restera à jamais dans l'histoire du sport et dans l'histoire du hockey sur glace. Merci à tous de votre attention, on se retrouve demain pour un nouveau flashback sur The Free Agent.